Bonsoir. Merci de m'accueillir. Je suis très heureux évidemment d'être ici et je vous propose. Alors c'est pas évident pour moi de passer après Laurent Alexandre, évidemment. Frédéric disait tout à l'heure qu'il était pris en sandwich, mais moi il me semble que c'est plutôt moi qui le suis. Entre un Laurent Alexandre, star de l'art oratoire, et un père Mathieu Rouget qui nous en dira plus évidemment sur la profondeur de l'homme face à toutes ces questions. La vie est assez curieuse parce qu'il y a 2 ans à peine, je vivais au Vietnam. Je travaillais chez Alibaba, qui est l'un des porte-drapeaux de l'intelligence artificielle. J'ai eu la chance ou la malchance de travailler pour eux. Et je suis tombé sur une conférence de Laurent Alexandre, qui a été pour moi au contraire un déclic, vraiment un déclic, et qui m'a donné l'envie de tout abandonner, sauf ma femme évidemment, qui est ce soir avec nous, de tout abandonner pour me lancer dans l'écriture de mon premier roman, Un dissident. Et aujourd'hui, me voilà parmi vous, et me voilà à côté de Laurent Alexandre. Alors, il y a un adage que vous connaissez, parce que vous connaissez bien son auteur, rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Je commencerai par dire que je dois bien rendre à Laurent Alexandre ce qui est à Laurent Alexandre. Bon, reste à savoir si c'est César ou Dieu, mais en tout cas, je te dois beaucoup, donc merci, parce que c'est toi qui m'as vraiment inspiré pour l'écriture de ce roman. Avant de commencer, je voudrais dire que parler de son propre livre n'est pas un exercice évident. D'abord parce que écrire, c'est une expérience solitaire. On est seul face à soi-même ou face à un mur pendant 6 mois, et on ne sait pas bien si ce que l'on va dire vaut la peine d'être lu. Ensuite, parce que je crois qu'un roman ne s'explique pas. Il ne se démontre pas. On pourrait dire qu'il ne se démonte pas non plus. En ce sens, d'ailleurs, il est plutôt déjà en soi un pied de nez fait à l'intelligence artificielle. Moi, je conçois le roman comme une sorte d'organisme vivant qui évolue malgré son auteur et qui échappe aux mains maladroites de son modeleur. Mais on m'a invité ce soir parce que j'ai écrit ce roman et donc je vais me plier à l'exercice, mais je le fais évidemment en invoquant votre indulgence. 2 petites choses avant d'entrer dans le vif du sujet. J'entends assez souvent que tenir un discours critique sur la technique, c'est être technophobe. Il se trouve que je vais tenir un discours critique sur la technique. Et je ne suis pas du tout technophobe. On peut me traiter de réac et à la limite, je pourrais le comprendre. Mais il se trouve que j'ai un iPhone, j'ai beaucoup de respect pour Google. C'est grâce à Google que j'ai pu me documenter et donc que j'ai pu écrire ce roman. J'ai même, je dois le confesser, mon père, un compte Instagram. Bref, beaucoup de choses qui font que vous voyez mon degré d'enrôlement pour l'intelligence artificielle. Mais il me semble qu'on peut, sans être ni technophobe ni technophile, on peut être technocritique, c'est-à-dire questionner cette technique dont on parle, l'intelligence artificielle, questionner la place qu'on lui accorde aujourd'hui, la place qu'on lui accordera certainement beaucoup plus demain. La deuxième chose que j'entends, c'est que la technique est neutre et que c'est l'usage qu'on en fait qui importe. J'y crois pas du tout. La technique n'est évidemment pas neutre. Elle est toujours en soi une volonté de maîtriser le monde, une volonté d'avoir la main mise sur le réel. Ce qui n'est pas du tout le cas de tous les domaines, de toutes les expériences que vous pouvez faire. La louange, la contemplation, l'art, la poésie, toutes ces expériences ne sont pas en soi des volontés de maîtriser le réel. Ce sont plutôt une volonté de rendre hommage au réel. Je pense que l'intuition a encore de l'avance sur l'intelligence artificielle. Je suis confiant pour cette partie. Ces mots ne sont pas de moi, ils sont de Lee Sedol, l'un des meilleurs joueurs de Go, qui a prononcé ces phrases le 9 mars 2016, à quelques heures avant le match historique que vous avez peut-être suivi, qu'il a opposé à AlphaGo, l'intelligence artificielle développée par Google DeepMind. Personne à ce moment-là, si ce n'est l'équipe de développeurs, ne pensait à la victoire d'AlphaGo sur l'homme. Personne. Pourquoi ? Parce que le jeu de Go, vous le savez sans doute, c'est le jeu noble par excellence.
le jeu noble par excellence parce que les pions sont tous semblables, les pierres sont toutes semblables, on les avance les unes après les autres, mais c'est aussi le jeu le plus complexe, bien plus complexe que le jeu d'échecs, parce que le nombre de combinaisons possibles est estimé à 10 puissance 600, c'est-à-dire beaucoup plus que le nombre estimé d'atomes dans l'univers qu'on connaît. Et donc évidemment, le jeu de Go n'est pas modélisable en soi par l'intelligence artificielle. Et pourtant, ce 9 mars 2016, pour la première fois, la machine terrasse le meilleur joueur de Go. Alors la question qu'on peut se poser, c'est celle de ce soir. Est-ce que cette partie est le symbole du grand remplacement de l'homme par la machine? Ou dit autrement, l'intelligence artificielle est-elle une menace ou un progrès? Alors je suis désolé pour les plus ambitieux de cette soirée qui étaient ravis de se retrouver au Bernardin, sous les voûtes des Bernardins, parce que finalement vous êtes revenus sur les bancs de l'école à plancher sur des sujets de bac de philo, à essayer de s'extirper de ces sujets inextricables. On serait tenté du coup en bon élève de définir les termes du sujet avant de commencer. Or il se trouve, comme l'a dit Laurent Alexandre, que l'intelligence artificielle, c'est une expression impropre. On présente souvent cet ensemble de techniques disparates comme la 4e blessure narcissique de l'homme. On a eu la révolution copernicienne qui a fait dire à l'homme qu'il n'était pas le centre de l'univers. On a eu la théorie de l'évolution de Darwin qui a fait dire à l'homme qu'il n'était peut-être pas si lointain que les animaux. On a eu Freud qui nous a dit que finalement l'homme ne maîtrisait pas tout son inconscient. Et puis on a l'intelligence artificielle qui nous fait dire que nous ne sommes pas, dans tous les domaines, les plus intelligents de l'univers. Mais on oublie, me semble-t-il, quelque chose de fondamental, c'est que toutes ces découvertes sont bien la preuve du génie humain. C'est l'homme qui s'exprime à travers toutes ces découvertes. Autrement dit, l'intelligence artificielle n'a d'artificiel, ou plutôt n'a d'intelligent que son auteur, qui lui, pour le coup, n'a rien d'artificiel. Alors, pour essayer de creuser un peu plus ce sujet, on serait tenté de se demander ce que c'est que le progrès, ce que c'est que la menace. Progrès pour qui? Menace pourquoi? Fondée sur quels critères? On pourrait lister d'un côté les progrès économiques, les progrès sociaux. On sait que l'intelligence artificielle, c'est devenu l'or noir des entreprises, le gisement à explorer, et je souscris aux idées de Laurent Alexandre sur la nécessité de s'impliquer sur cette guerre des intelligences. On pourrait également penser à tout ce que peut faire l'intelligence dans le domaine des services publics. Et puis, on pourrait, d'un autre côté, lister les menaces. Menaces pour la survie de l'homme. Comme le rappelle régulièrement Elon Musk, dont je soupçonne de tenir un discours, un double discours, si vous voulez. D'un côté, il nous dit « Attention, l'IA, c'est dangereux, c'est la plus grande menace pour l'homme », et de l'autre, il nous développe des interfaces, grâce à l'IA, pour nous prémunir contre l'IA. C'est un peu comme si je vous disais « Fumez tue », du coup, faites-vous des perfusions de tabac et de goudron, ça vous évitera de fumer. C'est une petite contradiction, si vous voulez, dans le raisonnement. On pourrait continuer la liste des menaces, liste pour l'environnement. On sait que l'IA a beau être virtuelle, elle pompe les ressources réelles. Menace pour les compétences et l'emploi de certains. Et vous avez sur ce sujet une plâtrée d'études qui sort chaque semaine. Alors l'IA, menace ou progrès? Eh bien, j'ai le même avis que Laurent Alexandre, je crois que le sujet est mal tourné. Bien sûr que l'IA, c'est les deux à la fois. Bien sûr qu'il faut se battre pour ne pas être les esclaves du XXIe siècle. Mais le vrai problème, me semble-t-il, réside dans la vision du monde que nous voulons développer. Le vrai problème réside dans l'idéologie à laquelle une IA mal orientée peut contribuer. Quelle perception du réel souhaitons-nous défendre? Voilà, je crois, la bonne question. Et c'est autour de cette question que se construit un dissident. Un dissident, c'est l'histoire d'un jeune prodige scientifique, Christian, qui est convaincu que le progrès technique
correspond au progrès humain. Dit autrement que le progrès humain se résume au progrès technique. Et Christian a une ambition. Il veut conférer à l'homme de nouvelles facultés en réunissant tous ses savoirs en termes de génétique, de sciences du cerveau, d'informatique. Il veut participer à la marche du monde. Et il se trouve qu'il va avoir l'occasion de réaliser ce rêve assez rapidement puisqu'il va être propulsé à la tête d'un grand laboratoire au nord de New York, dans une petite ville du nom de Cold Spring. Il faut imaginer un complexe hyper moderne fait de bois et de verre où il va avoir pour mission de façonner l'homme de demain. Et c'est précisément au moment où il va avoir l'occasion de réaliser ce rêve, précisément où il va avoir les cartes en main, carte blanche, que le jeu va se corser pour lui. Il va se demander si ce monde rationnel, décomposable, est ou non le meilleur des mondes. Et c'est cette question qui va souffler comme une dissonance qui progressivement va l'amener vers la dissidence. Alors comme dans la plupart des romans, le hasard tient ici une place fondamentale. Il se présente sous des formes variées. Parmi elles, il y en a une prédominante, la rencontre de Christian avec Martin. Si nous comparons ces deux personnages, Christian, le héros, prodige scientifique, et Martin, le petit ébéniste, il me semble que nous aurons quelques pistes pour notre réflexion de ce soir. Martin est ébéniste, il travaille le bois. Il ponce, il racle, il polit. La première chose que nous pourrions dire, c'est qu'il travaille dans le temps long, le temps du ralentissement, tandis que Christian est embarqué dans un présent qui s'accélère grâce à la technique. Pourquoi Christian aime la vitesse ? Parce que dans un monde aux ressources limitées, elle est le dernier levier de croissance ? Parce qu'elle nous confond dans l'illusion d'être plus performant ? Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Milan Kundera qui aurait une autre explication. La vitesse est la forme d'extase dont la révolution technique a fait cadeau à l'homme. Nous pourrions dire la chose autrement. La vitesse est la forme d'extase dont l'intelligence artificielle a fait cadeau à l'homme. Mais la question qui apparaît en filigrane est celle-ci. Devons-nous vivre toujours dans l'extase ? Faut-il toujours aller plus vite ? Je crois au contraire que la lenteur a ses vertus. L'arrêt, le mûrissement, l'absence de mouvement ont leurs vertus. C'est par eux que nous pouvons créer, que nous pouvons innover. Et à ma toute petite échelle, l'expérience de l'écriture, c'est une expérience du ralentissement. On se rend disponible aux idées qui émergent. Alors, en parlant de ralentissement, j'ai apporté quelques livres parce que c'est mon univers. Et je voudrais vous citer un tout petit extrait de ce que dit Milan Kundera. Pourquoi le plaisir de la lenteur a-t-il disparu ? Où sont-ils les flâneurs d'antan ? Où sont-ils ces héros fainéants des chansons populaires, ces vagabonds qui traînent d'un moulin à l'autre et dorment à la belle étoile ? Ont-ils disparu avec les chemins champêtres, avec les prairies, avec les clairières, avec la nature ? Un proverbe tchèque définit leur douce oisiveté par une métaphore. Ils contemplent les fenêtres du bon Dieu. Celui qui contemple les fenêtres du bon Dieu ne s'ennuie pas, il est heureux. Dans notre monde, l'oisiveté s'est transformée en désœuvrement, ce qui est tout autre chose. Le désœuvré est frustré, s'ennuie, est à la recherche constante du mouvement qui lui manque. Milan Kundera, je vous le recommande, la lenteur. La deuxième chose que nous pourrions dire, c'est que le travail de Martin ne consiste pas à rechercher des arbres parfaits. En réalité, tandis que Christian se concentre sur des codes sans faille, Martin prête attention aux essences défaillantes. Pour un ébéniste, un bois souffreteux peut valoir davantage qu'une essence en bonne santé. Un tronc malade et rugueux, une surface dévorée de champignons, un érable moucheté est bien plus précieux qu'un chêne rouge bien bâti. On se croirait un peu chez les cathos pour qui les derniers sont les premiers. On me dira que tout ça est bisounours.
Mais quel regard portons-nous aujourd'hui sur la vulnérabilité? Quel regard portons-nous aujourd'hui sur la défaillance? Et qu'est-ce, en contrepoint, que la performance? Est-ce que c'est une productivité visible, immédiate, ou au contraire une invitation à élargir notre champ de vision, à faire tenir l'intenable, à goûter au paradoxe de la vie, à déceler, à essayer de déceler la grandeur dans la petitesse? Un soir d'hiver, Christian fait une rencontre inattendue. Lui qui travaille au sommet d'une tour sur l'homme augmenté tombe littéralement au pied de son immeuble sur un corps défaillant, une personne chancelante, imparfaite, un clochard. Un clochard puant qui échappe à ses modèles théoriques, à ses algorithmes. Un clochard qui se dérobe d'une certaine manière à son projet. Un premier visage de dissidence. Il se trouve que j'ai moi-même eu l'occasion de rencontrer les franciscains du Bronx à New York, et c'est cette expérience qui m'a beaucoup inspiré. Enfin, et c'est sans doute le plus important, Christian participe activement à une idéologie. Certains l'appellent transhumanisme, d'autres technologisme, d'autres encore solutionnisme. Je crois que le point commun de tous ces courants est la propension à vouloir modéliser le réel, à croire que tout est modélisable. Or, qu'est-ce que c'est qu'un modèle? Sinon ce qui se laisse assigner, mesurer, d'où le primat de la donnée, de la data. Qu'est-ce que c'est qu'un modèle sinon ce qui se laisse démontrer, d'où le primat de la logique, de la raison, de la démonstration, de la guerre des intelligences? Qu'est-ce que c'est qu'un modèle sinon ce qui se laisse décomposer, maîtriser, d'où le primat de l'outil, de la technique? Vous voyez qu'on retrouve là les attributs d'une pensée qui a fait le développement, qui a fait le succès de notre civilisation occidentale. Je vais parler de la pensée moderne. Et ce qui pousse d'ailleurs certains à considérer le transhumanisme comme le dernier avatar de la modernité. Il y a un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Jean-Michel Beignet, et qui explique très bien que cette ère de la modélisation, cette ère de la performance à tout prix, peut aboutir à une lobotomie. Il écrit cela dans un article de la revue Esprit. Dans l'évolution de l'espèce, dit-il, la conscience a été un avantage sélectif pour assurer notre survie face à un environnement naturel hostile. Elle cesse d'être un avantage dans un environnement technologisé, où il faut être compétitif et réactif. Il va donc falloir se débarrasser de la conscience, ou en tout cas la réduire au minimum. C'est la zombification de l'humain qui se profile, ou dit plus simplement sa simplification. Martin, lui, l'ébéniste du dissident, est aux antipodes de toutes ces considérations. Il modèle le bois dans son atelier, certes, mais il ne modélise pas le réel pour autant. Au contraire, il fait tout pour rester ouvert à l'imprévu, à la vitalité, à la complexité du milieu naturel où il travaille. Par exemple, il va explorer les terres, ce qui veut dire qu'il embrasse tout le cycle de la vie de l'arbre. Et cette démarche lui permet de connaître le bois intimement. Mais cela lui offre surtout l'occasion d'un émerveillement. En arpentant la forêt de Cold Spring, il se sait littéralement dépassé par les arbres. Il doit lever la tête. Et quand il rentre dans son atelier, il a l'impression que les arbres sont encore vivants, qu'ils respirent toujours, qu'ils craquent encore. On pourrait croire que ces meubles sont en train de pousser. Et en vous présentant Martin, j'ai un deuxième livre qui me vient en tête, qui m'a beaucoup inspiré. Cette fois, je ne vais pas vous dire son auteur, vous allez le deviner. Enfin, j'espère. C'est un roman qui nous parle des ravages de la technique au début des années 1930 dans l'État de l'Oklahoma. Nous sommes en pleine période du Dust Bowl, vous savez, cette tempête de poussière qui a ravagé les terres agricoles. Et voilà ce que nous dit l'auteur à propos de l'intelligence technique, on pourrait presque dire intelligence artificielle de son époque.
Quand un cheval a fini son travail, il rentre dans son écurie. Il reste encore de la vie, de la vitalité. Il reste une respiration et une chaleur, des froissements de sabots dans la paille, des mâchoires broyant le foin, et les oreilles et les yeux sont vivants. Mais quand le moteur du tracteur cesse de tourner, il est aussi mort que le minerai dont il sort. La chaleur le quitte comme la chaleur animale quitte un cadavre. Et cela est simple et de bon rendement. Si simple que le travail perd son caractère merveilleux. Si effectif que le merveilleux quitte la terre et la culture de la terre. Et avec le merveilleux, la compréhension profonde et le lien. Steinbeck, Les raisins de la colère. J'ai donc parlé du ralentissement face à l'accélération de la technique, de la défaillance, de l'ouverture à l'imprévu qui est une source d'émerveillement. Est-ce à dire que l'intelligence artificielle est incapable de nous embarquer dans toutes ces expériences? Évidemment non. Mais je crois que c'est à nous, et c'est l'enjeu de demain, l'enjeu des entrepreneurs, l'enjeu des dirigeants, l'enjeu de chacun d'entre nous, de nous poser cette question, d'essayer de tenir ces tensions, toujours, constamment, entre l'accélération et le ralentissement, entre la performance et le mûrissement, entre la simplification et l'ouverture à l'imprévu, à la complexité. Et je crois que cela est possible, notamment par l'intelligence artificielle. Je crois que c'est possible et je voudrais terminer par le commencement pour vous le prouver. Le match entre Lee Sedol et AlphaGo. Il y a quelque chose d'incroyable qui s'est passé au-delà de la victoire de la machine sur l'homme. Au moment de la deuxième manche, AlphaGo a joué un coup très bizarre. Tous les commentateurs ont cru qu'il y avait un bug de la machine. Lee Sedol, le joueur, n'a pas caché son étonnement. Et même l'équipe de Google DeepMind a eu à un moment donné une hésitation, à douter de son propre travail. Et pourtant, quelques secondes après, la machine bat le plus grand champion du monde. Autrement dit, avec la technique d'apprentissage par renforcement, AlphaGo a innové et d'une certaine manière a échappé à la maîtrise de ses propres créateurs. Ce qui fait dire à Lee Sedol quelques secondes après, je croyais qu'AlphaGo n'était qu'une machine, mais quand j'ai vu ce Go, quand j'ai vu cette partie de Go, j'ai compris qu'il était créatif. Ce coup est vraiment beau. Il est original. Traduisez, quand l'IA nous dépasse, elle ouvre de nouvelles voies. Elle peut ouvrir de nouvelles voies, de nouvelles manières de jouer, de nouvelles manières de percevoir le monde. Donc l'homme battu, paradoxalement, ne se laisse pas abattre par la machine. Il continue de jouer. Il continue de jouer, et cela d'ailleurs lui semble plus noble que de tout faire pour gagner. On pourrait dire que l'IA, ici, ne lui apprend pas à terrasser son adversaire, mais lui apprend à apprendre. Voilà peut-être l'enjeu d'aujourd'hui et de demain, questionner l'IA, en faire un outil pour aider l'homme non pas à devenir surhumain, mais à devenir plus humain, avec ses limites, ses ambitions, ses fulgurances et ses contradictions. Si nous ne faisons pas cela, si nous ne nous entendons pas sur la finalité de notre évolution, alors effectivement, je crois que nous arriverons au raisin de la colère, c'est-à-dire à la révolte des démunis contre les augmentés, des useless contre les gods. Ou bien nous arriverons, et c'est peut-être plus terrible encore, au silence désespérant d'une terre privée de sa magie. Je vous remercie.